Ministre, une nouvelle exposition à découvrir au musée Guimet à Paris, Meiji, splendeur du Japon impérial. Michel Mokuer, merci d'être avec nous. Vous êtes conservateur et commissaire de cette exposition. Alors, Meiji, c'est deux choses. C'est le nom qui a été donné au règne de l'empereur Mutsuhito de 1868 à 1912. C'est aussi une signification puisque cela signifie la politique de la lumière. Est-ce que c'est une période de l'histoire du Japon que l'on peut comparer un petit peu au XVIIIe siècle en Europe, où justement on a eu cette volonté de dépasser l'obscurantisme et de s'ouvrir au monde? Oui, on peut effectivement la comparer. En même temps, c'est surtout, je dirais, une période où naît au Japon un pouvoir centralisé, moderne, et à la fin de la période industrialisée. Donc le moment où le Japon choisit de suivre les pays occidentaux pour devenir un pays moderne, confronté qu'il est à la menace évidemment des invasions étrangères. Et ça, c'est l'empereur Mutsuhito qui le souhaitait au début de son règne? C'est surtout un certain nombre de clans féodaux du Japon traditionnel qui vont prendre conscience, comme d'ailleurs la plupart des Japonais à l'époque, que le pays doit se moderniser s'il ne veut pas subir l'humiliation que subit la Chine des Mandchous. Et ce sont notamment des clans et des fiefs du sud du Japon qui vont porter l'empereur au pouvoir. Mais alors justement, est-ce que le Japon, qui avait donc pour modèle l'Occident durant cette période-là, n'avait pas peur de subir l'intrusion étrangère, un petit peu comme on l'a vu en Chine? Tout à fait. Bon, la menace d'une invasion était peut-être moins... D'une intrusion. Voilà, disons les choses. Mais il y a eu quand même le bombardement de la ville de Shimonoseki par les flottes européennes, dont la flotte française en 1862. Donc le Japon était menacé par l'arrivée de ces canonnières, de ces bateaux à vapeur qui pouvaient manœuvrer auprès des côtes et dans les rades du Japon. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette période d'ouverture? Vous l'avez dit, il y a eu une arrivée de nouvelles manières de faire de l'art, au niveau aussi de l'architecture. Quelles sont les pièces maîtresses de cette exposition, puisque c'est l'une des premières, si ce n'est la première de l'ère Meiji, en tout cas en France? Tout à fait. Alors, il est difficile de faire un choix parmi les 350 pièces, et même plus que compte l'exposition, dont 90 viennent de la prestigieuse collection de M. Nasser Khalili à Londres et à Genève. Mais on voit en ce moment sur l'écran un certain nombre des chefs-d'œuvre de cette collection, ainsi que d'ailleurs d'autres musées européens. L'ère Meiji se caractérise effectivement par une volonté d'abord d'importer des techniques occidentales, mais aussi d'ouvrir son art à l'extérieur et notamment d'exposer dans les expositions universelles qui sont, comme vous savez, des rendez-vous très importants à l'époque et dans lesquels le Japon obtient des succès considérables grâce à la technicité et à la qualité des œuvres qu'il présente. Alors, s'ouvrir à l'extérieur, vous venez de le dire, effectivement, mais également... il y a un lien très fort avec la période ancestrale, parce que moi j'ai découvert par exemple un peuple indigène de chasseurs du côté d'Hokkaido, les fameux Ainu, avec des portraits. Donc à la fois il y a se tourner vers l'extérieur, s'ouvrir au monde, tout en n'oubliant pas ses ancêtres et les origines. Donc c'est un peu paradoxal, non ? Enfin, ou en tout cas complémentaire. Je ne sais pas comment comment l'expliquer. Peut-être pas si paradoxal que cela. C'est le moment où se forme une nation japonaise, l'idée qu'on appartient à un même peuple, qu'il y a un territoire national dans lequel on cherche évidemment à englober les peuples limitrophes que sont les Aïnous. Et donc il y a une collecte ethnographique des objets et des coutumes des Aïnous à cette époque qui est très importante. C'est aussi l'époque où les Aïnous disparaissent en réalité en tant que peuple et en tant que culture. Et alors il y a des œuvres également très, très belles, de livres, des fables de La Fontaine illustrées par des Japonais et inversement des livres japonais illustrés par des Français de l'époque. C'est assez, c'est la preuve même de cette volonté de cohésion entre cultures. Tout à fait.
Et on oublie souvent aujourd'hui que beaucoup d'artistes japonais de l'époque sont venus en France pour étudier les techniques occidentales. Ils ont rencontré des intellectuels ou des artistes occidentaux et ils ont collaboré à des œuvres communes. Et il y a eu le japonisme également du côté occidental. Merci beaucoup Michel Moqueur d'avoir été avec nous. Une exposition devrait avoir au musée Guimet jusque début janvier. Courez-y parce qu'elle est extrêmement